quatrième session. Donc, vous êtes, Landry, tu vas être notre quatrième invité aujourd'hui. Donc, nous avons commencé ce programme. Ça fait quelques mois et déjà, ça passe bien. On reçoit des bons feedbacks. Les gens qui se connectent, ils apprennent. Donc, ici, nous parlons de technologie, nous inspirons, mais aussi nous guidons les jeunes professionnels qui souhaitent joindre l'industrie numérique. Donc, de l'infrastructure à l'innovation, euh, à l'IA, nous allons aujourd'hui explorer le parcours transformateur du DevOps, voilà, partant des opérations traditionnelles qui sont généralement cloisonnées. Nous retracerons l'émergence du DevOps comme réponse aux complexités croissantes des déploiements des logiciels. Donc, avec un marché aujourd'hui qui dépasse à près de 20 milliards de dollars et une croissance de près de 20%, dont les compétences de DevOps sont de plus en plus en demande critique. C'est pour ça que nous avons un invité qui s'y connaît très bien dans la chose. Donc, ce qui est important, c'est qu'à peu près 89% des entreprises signalent qu'il y a des lacunes de talents de DevOps. Donc, en même temps, ils ont des salaires qu'ils offrent, par exemple, aux États-Unis, qui vont dans une tranche de 95 000 à 200 000 dollars. Donc, nous avons l'opportunité unique aujourd'hui, dans cette édition, d'avoir avec nous un invité, un expert en DevOps. Notre invité il a fait plusieurs continents, hein, dont des plus grandes multinationales, et a accepté aujourd'hui de partager près de 20 ans d'expérience comme ça avec nous. Donc, euh, avec ça, il n'y a pas plus d'introduction euh, qu'on peut donner ici, mais je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup avec Landry. Bienvenue, Landry, sur le Tech Talk Show d'Adapt. Merci. Donc, Landry, on va rapidement entrer comme ça, hein, et peut-être avoir un aperçu de ton background, comment tu es arrivé dans le DevOps, et parce que ici, nous, on inspire, et tu es vraiment, ton parcours est inspirant. Merci beaucoup. Déjà, je tiens à vous remercier pour l'invitation. C'est toujours fort apprécié de partager des connaissances et des expériences. Là. Moi, je suis plus dans un mode d'échange, puis je vais donner un petit peu ma vision sur le sujet, et puis n'hésitez pas si vous avez envie de me poser des questions, de challenger. Ça me fera un plaisir d'avoir la discussion avec vous. Donc, je m'appelle Landry Desfaux-Kouyaté. Donc, je suis actuellement Cloud et DevOps architecte dans une société de conseil. Donc, je fais essentiellement du conseil depuis le début de ma carrière. Donc, ça fait à peu près leader technique. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à plus encadrer des personnes qui sont développeurs. Et puis après, j'ai pris le poste d'architecte logiciel. Et puis, lorsqu'on est architecte logiciel, quand on vient du développement et qu'on devient architecte, on commence à découvrir l'infrastructure. C'est quelque chose que quand on est dans le développement, on ne le voit pas tout de suite. Puis là, on commence à s'intéresser aux problématiques de comment faire pour qu'une application soit toujours disponible, les aspects de sécurité, d'infrastructure, des opérations. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que c'était un domaine qui était passionnant. Et donc, puis, dans une dizaine d'années, là, après ma carrière, j'ai eu l'opportunité d'être dans une société de conseil qui parlait de DevOps. C'était vraiment au début du mouvement. Nous, on était une filiale, donc moi j'étais au Maroc en ce moment-là, et puis on était une filiale d'une société française. Et puis en France, il commençait le mouvement, donc moi j'ai eu l'opportunité en tant qu'architecte manager de pouvoir créer la branche DevOps marocaine de la société. Donc j'ai parti l'offre, j'ai vraiment, c'était très intéressant. Et puis je pense que c'était parmi les premières expériences DevOps au Maroc. Puis on a commencé à faire de la sensibilisation. J'ai créé un groupe Meetup, et puis ça a bien pris. On a créé toute une communauté, puis on a eu
comme clients toutes les grosses entreprises, surtout dans le domaine financier, parce que c'est souvent là où il y a le plus de conseils. Et donc, j'ai été très rapidement identifié comme une personne assez pertinente dans ce domaine-là. Et puis, tu sais, ce qui est bien avec ça, c'est que là, tu commences à avoir des problématiques qui sont plus poussées. Donc, tout à l'heure, je vais plus expliquer un petit peu c'est quoi le DevOps. On commence à avoir des problématiques plus poussées et puis on se rend compte que c'est un domaine qui est assez riche, assez intéressant. Et puis, ça, c'est pas forcément seulement un domaine technique. Donc, voilà. Donc, je continue à grandir dans ça. Il y a des nouvelles tendances qui sortent à côté du DevOps, mais je continue à penser que le DevOps, c'est quelque chose de pertinent. C'est compliqué à l'embrasser quand on ne comprend pas trop ce que ça signifie, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à comprendre et à embrasser. Voilà. Ah. Donc ça, c'est vraiment un parcours euh, vraiment remarquable. Mais aussi, j'aime bien le côté aspect qui est bottom-up, qui est venu avec les meet-up et vraiment, dans ton parcours, c'était pas seulement toi apprendre et grandir, mais c'était grandir avec les autres. Ouais. Et c'est exactement, ça va bien avec ce qu'on fait ici aujourd'hui. On parle d'expérience, mais aussi de partage. Donc, c'est vraiment, c'est remarquable. Donc, par exemple, ici, nous, on a en général notre audience, il y a des gens qui sont dans le domaine déjà, il y a des gens qui sont dans le processus d'entrer dans ce domaine, et il y a des gens qui ne sont même pas dans le domaine. Donc, ça sera tellement bien de comprendre, d'avoir peut-être une idée de commencer à la base, hein, pour une personne qui se connecte aujourd'hui, qui a vu le mot DevOps, et n'a aucune idée de vraiment qu'est-ce que DevOps, comment est-ce que tu peux simplifier ça et expliquer? OK. J'ai préparé quelques planches là. Je sais pas Voilà. si je peux présenter. Oui, oui, oui. Je vais essayer. Let's go. Vous pouvez me dire quand vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit bien, hein, moi je vois bien. On voit déjà OK. tous. C'est bon? Donc, moi, ce que je vais faire dans cette présentation-là, je vais vous partager un petit peu comment moi je vois le DevOps. Et puis, je vais donc commencer par expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait le DevOps dans les entreprises, hein, et qu'est-ce que ça signifie. Après, je vais embrayer un petit peu sur le côté plan de carrière, comment je le vois. Et puis, voilà, c'est un petit peu ça le message que je vais transmettre par ces slides-ci. Donc, du coup, pourquoi le DevOps? J'ai 3 planches qui expliquent, je pense, assez bien pourquoi le DevOps. Donc, ça, c'est mythique. Chaque fois que vous allez voir quelqu'un présenter DevOps, il va présenter cette image-ci. C'est une image qui est très révélateur de qu'est-ce qui se passe dans les entreprises. Dans le fond, ça, c'est une personne qui dit, en général, c'est un sysadmin, ou ça peut être aussi un développeur qui dit tout simplement, moi, j'ai rien fait, j'ai juste rebooté le serveur, sauf que ça s'est terminé par un incendie, mais on ne se sent pas responsable. On est en mode, c'est pas moi, j'ai juste fait ma petite partie. Donc, ça, c'est l'un des problèmes qu'on rencontre dans des entreprises. Donc, là, quand on va parler entreprise, mais nous, ce qui nous intéresse, là, déjà, c'est le volet TI, c'est-à-dire le volet informatique. On parle souvent dans nos pays francophones de DSI, Direction de système d'information. Mais ça, c'est un peu réducteur. Lorsqu'on veut parler d'une entreprise, on devrait dire l'entreprise, on ne devrait pas dire la direction d'informatique, parce que, dans le fond, la direction d'informatique, c'est juste un outil pour l'entreprise dans le but d'être plus performant. Donc, si la direction informatique ne fonctionne pas bien, l'entreprise ne fonctionne pas bien. Aujourd'hui, quand même, l'informatique, pour toute société normale, devrait être un outil de productivité et puis de gain. Donc, ce qu'on remarque en général, c'est qu'il n'y a pas une implication totale des personnes qui travaillent dans les TI
vis-à-vis, par exemple, d'un service offert. Prenons par exemple le cas d'une institution financière, par exemple, qui a un site de e-commerce, ou non, on va prendre un site de banque en ligne, parce que c'est souvent ça un peu la vitrine, c'est-à-dire le site sur lequel vous faites vos opérations. Ben, ce site-là, c'est quand même quelque chose qui ramène de l'argent à la banque, parce qu'en général, vous payez une souscription pour ça, mais surtout, c'est quand même le point de service des clients. Donc, lorsqu'il ne fonctionne pas bien, il y a un impact sur l'image de l'institution financière, et puis il y a aussi, du coup, vous pouvez perdre des clients pour faire ça. Donc, vous pouvez perdre de l'argent quand ce site-là ne fonctionne pas bien. Donc, lorsqu'on est responsable, par exemple, là, j'ai pris le cas d'un sysadmin, ça peut aussi être un développeur qui dit, moi, j'ai juste fait que redémarrer le serveur, j'ai rien fait d'autre. Derrière le redémarrage du serveur, il y a un arrêt de service pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, et donc il y a un impact économique sur l'entreprise. L'idée, c'est de dire, sans être dans une logique de dire c'est ta faute ou pas c'est ta faute, c'est juste, il faut comprendre qu'il y a ce constat-là dans beaucoup d'organisations, c'est que les gens n'arrivent pas à voir la vision globale de ce qu'ils font par rapport à l'impact que ça crée dans l'entreprise. Petite précision, moi, je n'ai pas de double écran, donc je ne vois plus, je vois pas s'il y a des mains levées. Donc, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, vous pouvez me couper la parole à tout moment. Ça me ferait plaisir de vous laisser compléter ou dire des choses. C'est bon? C'est bon, hein? C'est bon. Pour le moment, pas de main levée. Super, merci. Alors, le deuxième constat, c'est la culture de la patate chaude. Tu sais, la patate chaude, là, elle est chaude et puis on ne veut pas la garder, on l'envoie à l'autre. C'est un peu, ça rejoint un petit peu toujours cet aspect du fait que dans des entreprises, on ne prend pas la responsabilité de ce qu'on fait de bout en bout. On a tendance à vouloir redonner la balle à l'autre, dire que c'est de la faute de l'autre. Donc, typiquement, si je reviens sur mon site de banque en ligne, si jamais l'équipe de développement ou un développeur livre une nouvelle fonctionnalité qui met à mal le système, le premier réflexe va être de dire nous, on n'a pas fait grand-chose, on n'a fait que rajouter une nouvelle fonctionnalité. C'est sûrement la faute des opérations qui ont, whatever, on peut partir, il y a un flux de sécurité qui a été coupé, il y a un serveur qui est tombé, bref, toujours de se dédouaner et de dire c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Donc, le troisième constat, c'est le silo. Donc ça, c'est arrivé beaucoup, par exemple, avec des normes comme ITIL. Pourquoi est-ce qu'on a le silo? Donc, c'est quoi le silo déjà? Ça veut dire que dans les directions informatiques, en général, vous allez trouver des équipes distinctes pour livrer la même affaire. Donc, typiquement, pour mon application de banque en ligne, qui est là pour servir le guichet, pour servir plein de choses, vous allez voir qu'il y a une équipe qu'on appelle l'équipe métier business qui, elle, a pour rôle de dire qu'est-ce qu'il faut réaliser. Parce qu'eux, ils sont en contact, c'est eux qui sont en contact avec la clientèle, ils savent ce qu'il faut rajouter dans le système. Donc, ils vont s'asseoir dans leur coin, et puis ils vont réfléchir à ça, ils vont sortir des nouveautés, et puis ils vont aller passer ça à l'équipe de développement. Puis la bonne façon de le faire, bien sûr, dans le mode siloté, c'est on va mettre une barrière entre nous, ce qu'on appelle le mur de la confusion, et puis on va se passer la balle via ce mur. C'est-à-dire, c'est comme on balance la patate. Tu sais, c'est vraiment ça l'idée qu'il faut avoir là en tête. Je ne parle pas à l'autre, je lui écris ça dans un document, un système, et puis je lui balance ça de l'autre côté. L'équipe de développement fait la même chose, elle prend la demande et puis elle la comprend comme elle peut, avec bien sûr souvent des non-compréhensions, parce que quand on n'a pas le temps d'être ensemble pour pouvoir itérer sur ce qui a été communiqué, il y a des risques qu'on ne le comprenne pas correctement. Donc, ils vont prendre cette demande-là, ils vont la réaliser, ils vont la tester, et puis quand ils vont juger que c'est correct, sans avoir connaissance de comment sont la partie opération, ils vont leur envoyer le paquet pour
installation et opération. Donc, le paquet, c'est en général un logiciel. Quand on parle d'opération, on parle de l'équipe qui s'assure que le système fonctionne. Donc, ça va être, par exemple, on va trouver des équipes réseau, des équipes, c'est surtout des équipes de sysadmin qui opèrent des bases de données, des équipes qui opèrent des serveurs en production, des équipes d'exploitation qui s'assurent que tout fonctionne, des équipes de supervision, sauvegarde, bref, toutes les personnes qui vont veiller à ce que notre système soit toujours 24/7 disponible. On appelle en général ces équipes-là des équipes opérations. Et bien sûr, pour bien faire les choses, il y a un mur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mur-là, à la base, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est venu du fait qu'on avait, donc pour ça j'ai parlé des normes comme ITIL, CMMI, c'est la même chose. On part du principe que, par exemple, dans des institutions où les TI sont strictes, par exemple l'institution financière, il y a des normes mondiales qui permettent de s'assurer que les personnes qui construisent les systèmes ne sont pas les personnes qui opèrent le système. Donc, ça permet de garantir une certaine, je vais dire ça comment, on va dire que ça sécurise les choses, ça assure qu'il y a une intégrité et qu'on ne fait pas n'importe quoi sur le système. Mais sauf que derrière, cette façon de voir les choses, ça crée des murs de confusion. Et puis, à chaque fois qu'il y a un problème, on se renvoie la balle d'un côté ou de l'autre. Donc, on appelle ça le mur de la confusion. Donc, c'est derrière ces trois exemples que j'ai montrés, le point commun et la conséquence de tout ça par rapport à une organisation, c'est que le management en haut, les responsables, ceux qui gèrent l'organisation, eux, ils s'en foutent un peu de tout ce qu'on a dit là. Toutes ces belles affaires qu'on a mis en place, c'est bien beau, ça permet d'avoir une certaine traçabilité, mais derrière, ça crée quand même beaucoup de lourdeur, ça rajoute de la lenteur pour livrer des projets, et puis ça rajoute de l'instabilité sur les opérations. La lenteur, parce que vous avez vu là les différentes strates à chaque fois, je fais un truc, j'envoie de l'autre côté, il comprend comme il veut, et puis il livre de l'autre côté, puis il prend ça, il opère comme il veut. Il n'a même pas été consulté forcément, il n'y a pas une très bonne connaissance du côté opération, mais on dit, on va t'envoyer ça, puis souvent on reçoit quelque chose, on dit, mais vous n'avez pas compris, sur nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Typiquement, j'ai livré un système, ça fonctionne sur Windows. Oui, mais nous, on ne sait pas utiliser le Windows dans l'entreprise. Il faut que tu nous livres ça sur Linux. Puis là, on va partir sur du 6 mois parce que soit il faut acheter un nouveau serveur, soit il va falloir que les équipes de développement refassent pour que ça fonctionne avec les bons systèmes. Voilà. Et c'est là le problème. D'un point de vue business, c'est pas bon. On perd beaucoup de temps. Et puis l'autre problème, c'est l'instabilité parce que d'un point de vue opération, du fait que les développeurs n'ont pas cette connaissance des opérations, ça fait qu'on livre des choses qui, au final, peuvent créer des enjeux techniques, donc de l'indisponibilité, mais l'équipe opération, comme elle ne connaît pas le développement, ne peut pas intervenir, ça rajoute de la durée dans la résolution des problèmes. Et puis le dernier, oui. Une question un peu sur ton... oui, voilà. Donc, où se situe, avec cette image, est-ce que ça veut dire que le DevOps se situe sur ces trois parties, donc business, development et opération. Donc, est-ce que le DevOps, donc, c'est pas comme un umbrella sur les trois parties, c'est ça? Le DevOps, lui, son rôle, là, on va y arriver, ça va être de résoudre les difficultés que j'ai présentées. OK. Donc, oui, ce que tu dis, par exemple, ça va être quelque chose qui peut être fait. Ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien ta question, ça montre que tu comprends parce que c'est le gros du message, c'est que pourquoi on fait le DevOps, c'est parce qu'il y a ces problèmes-là et le DevOps, derrière, c'est de résoudre ces problèmes. Tu vois? Tu vas me dire que oui, mais on n'a pas besoin du DevOps pour faire ça. On connaît tous ces problèmes-là et on travaille tous les jours pour résoudre ces problèmes-là. Pourquoi est-ce qu'on a créé le DevOps pour faire ça? Oui, on le connaît, mais on ne fait rien. Tu sais, concrètement, là, on a beau dire qu'on connaît ça, on ne le résout pas. Donc oui, ça peut être une façon de le résoudre, mais ce n'est pas la seule. Tu vois? OK. Ah, merci.
Ouais, on va y arriver, tu vas voir, ça va être rapide. Et puis le dernier point, c'est la complexité des TI aujourd'hui. Là, j'ai montré un petit peu une image qui représente ce qu'on peut avoir comme outil dans une direction informatique, par exemple. Là, vous allez souvent voir ce cycle de l'infini. Ce cycle de l'infini, l'idée derrière, c'est de dire que quand on conçoit un système et quand on le maintient, on reste toujours dans ce cycle où on va faire de la planification et puis on va aller construire le système, on va le déployer, et puis on va l'opérer, puis quand on récupère le feedback, on retourne en planification, donc on reste sur ce cycle perpétuel. Et il y a des outils qui adressent chacune des parties de ce cycle-là. Il y en a beaucoup, des outils, donc pour qu'une personne connaisse tous ces outils-là, c'est quand même compliqué. Souvent, dans des équipes, certains vont se limiter à une petite quantité d'outils là, qui correspond à leur focus, mais ça prend quand même des personnes qui sont en mesure d'adresser cette complexité-là et de pouvoir produire un sorte de catalogue de services d'entreprise qui est cohérent et qui permet d'accélérer les opérations. Donc, du coup, partant de là, le DevOps, c'était juste un réflexe naturel de dire, guys, il y a quand même beaucoup de choses qui existent déjà dans les TI. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas créer une nouvelle norme, par exemple, une nouvelle norme de gestion de projet, comme on peut avoir des normes de waterfall, c'est-à-dire cycle en V, ou des normes d'agilité comme le Scrum ou le Safe. On ne va pas faire ça. On voit qu'il y a des enjeux. Pour résoudre ces enjeux, on va tout simplement prendre toutes les bonnes recettes qu'on connaît déjà, on va les mettre, on va essayer de les regrouper, on va appeler ça DevOps, et on va essayer de faire germer au sein des entreprises des personnes qui sont sensibles à ça, c'est-à-dire des personnes qui connaissent les difficultés que peuvent avoir une équipe de développement, qui connaissent les difficultés que peuvent avoir une équipe opération, qui connaissent des difficultés ou des attentes que peuvent avoir une entreprise, et ils vont essayer d'infuser les bonnes pratiques dans chacune de ces équipes dans le but de fluidifier le process. Donc là, j'ai souligné en gras quelques mots du coup qui peuvent donner du sens. C'est quoi le DevOps? C'est du coup un ensemble de bonnes pratiques et d'outils. Donc, dit autrement, le DevOps, c'est pas une personne. C'est pas normalement, on ne devrait pas avoir une personne qui a un poste de DevOps dans une entreprise. Pas une personne, c'est un ensemble de bonnes pratiques. Tout le monde dans une entreprise pourrait être un DevOps. Parce qu'en fait, dans le fond, si moi je suis dans une équipe de développement et que je facilite la communication avec l'équipe opération, je suis en train de faire le rôle de DevOps. Donc, je fais exprès de vraiment créer un peu cette confusion-là parce que c'est quand même important pour après comprendre derrière la suite de qu'est-ce qu'un DevOps. Parce que quand quelqu'un vous dit ouais, j'ai envie de recruter un DevOps, je cherche un DevOps, vous devez vous-même être conscient que c'est pas supposé être ça. C'est pas supposé, c'est une entreprise qui est mature, elle ne devrait pas chercher ce profil-là. Après, on accepte qu'il y ait des entreprises qui cherchent ce profil, mais nous, derrière, en tant que professionnels, on sait ce qu'eux, ils recherchent dans le fond. Ils cherchent à résoudre ces ensembles de problématiques-là. Et c'est pour cela que, pour une entreprise de conseil, par exemple, qu'on va venir faire une mission de DevOps dans une entreprise, on va commencer par faire, par exemple, une sorte de petit audit, justement, pour essayer de comprendre c'est quoi la grosse frustration, pourquoi est-ce qu'il y a des enjeux dans l'entreprise, et puis on va essayer d'identifier où est-ce qu'on peut intervenir. Et donc, pour intervenir, en général, tu vas ramener des personnes qui vont avoir une sensibilité par rapport à ce que l'entreprise essaye d'atteindre. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici sur ça? Est-ce que c'est clair? Pour le moment, pas de questions. Je pense que c'est... On t'écoute Ça marche. bien et je suis sûr Ok. qu'il y aura des Non, questions mais un c'est peu bon, plus tard. il y aura des questions après. Du coup, c'est quoi ces bonnes pratiques? Il y a des mains Il y a une main levées. levée? Il y a une main levée. Ok.
Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Déjà, après votre présentation, l'image que l'on avait au départ d'un DevOps change totalement parce que au départ, on pensait qu'un DevOps, c'est peut-être une personne qui est dans une entreprise dont le rôle principal, c'est peut-être s'occuper du déploiement, peut-être des sites, travailler sur les serveurs d'une entreprise, élaborer peut-être des déploiements de façon automatique, créer des pipelines et tout. Donc, au vu de ce que vous avez expliqué, ça ne se limite pas qu'à ça, en fait. Ça ne se limite pas qu'à ça parce que c'est pas une fiche de poste. C'est pas comme, par exemple, tu dis, je cherche un DBA, un administrateur de base de données. On sait ce qu'il va faire. Un sysadmin, c'est exactement ce que tu as dit. Son rôle, c'est d'installer des serveurs et de les maintenir up and running. Un développeur, son rôle, c'est de coder un logiciel. Je vais prendre, par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'automatisation des déploiements. Ben, son rôle, c'est d'automatiser les déploiements. Tu vois un peu? OK. Après, à la fin, on va se retrouver. Vous allez comprendre pourquoi les entreprises cherchent des personnes qui sont DevOps, parce qu'à un moment donné, là, on rentre dans des affaires qui peuvent être complexes. Et comme c'est complexe, tu as besoin de gens qui soient spécialisés. Et comme c'est difficile d'exprimer clairement ce qu'on recherche, ben, le mot DevOps devient un peu comme un sac où on dit de façon simple, on cherche un DevOps, puis les gens ils postulent et puis ils commencent à travailler. Et puis après, c'est la feuille de poste, là, en général, d'un DevOps, ça va bouger tout le temps. Si ton travail, c'est d'être DevOps, ça, il faut te dire que c'est pas très clair là ce qu'on va te demander à faire. Ça va être rock and roll, mais ça veut pas dire que c'est pas faisable. Là. Il y a des gens qui le font. Moi, je l'ai fait. Puis c'est juste qu'il faut être conscient de ça. OK. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, donc du coup, c'est quoi ces bonnes pratiques-là? Il faut savoir que ça a évolué avec le temps. Au début, c'était pas très clair, on savait pas trop qu'est-ce qu'on mettait comme bonne pratique, et puis on y allait un petit peu au pif. Les choses les plus évidentes, du coup, qui ont créé le buzzword et que tout le monde connaît, c'est par exemple le fait que l'automatisation de la livraison d'un logiciel, c'est quelque chose que tout le monde identifie comme un besoin clair. Le fait de livrer un logiciel automatiquement sans avoir à écrire le document Word et puis après de taper les commandes manuellement parce qu'on peut créer des erreurs humaines, ça, c'était quelque chose que tout le monde savait que c'est un problème. Donc, il fallait le résoudre. C'est pour cela que lorsqu'on a sorti les premières bonnes pratiques, les premières choses qui sont naturellement arrivées, c'est on va automatiser cette affaire-là. Donc, on a parlé de continuous delivery, c'est-à-dire automatiser le déploiement de logiciels. Donc ça, c'est l'une des choses que tout le monde connaît. Tu sais, dedans, vous allez trouver la partie versionning, la partie intégration continue, pour ceux à qui ça parle quelque chose, automatisation des tests, toutes ces disciplines-là, la gestion des changements sur les bases de données, la supervision. Voilà. Mais à côté de ça, il y a aussi d'autres choses que vous n'aurez même pas pu imaginer qui rentrent dans ces bonnes pratiques-là. Par exemple, je vais prendre toute la partie cloud. Aujourd'hui, les outils qui permettent de créer automatiquement de l'infrastructure sont très clairement dans ce qu'on fait dans les bonnes pratiques qui sont poussées par le DevOps. Parce que lorsqu'on fait ça, déjà, le fait d'embrasser le cloud, ben, vous le savez, on est beaucoup plus rapide que d'aller commander des serveurs. Et puis, quand on automatise de l'infrastructure, on est encore plus rapide parce qu'au lieu d'aller pitonner sur des portails, ben, c'est plus facile de lancer ça. Ça se fait très rapidement. Et puis, le volet qui est inconnu pour la plupart d'entre vous, si je faisais un quiz, je suis sûr que tout le monde aurait faux, ou la plupart en tout cas, c'est toute la partie organisationnelle, c'est-à-dire typiquement la transformation d'entreprise. Ce volet-là est beaucoup dans ce qu'on fait quand on fait du DevOps. Donc, on passe beaucoup de temps avec les entreprises pour essayer de les rendre plus performantes, parce que c'est ça la définition du DevOps dans le fond. Quand tu viens pour faire une transformation DevOps, la définition te dit l'objectif du DevOps, c'est
de faire en sorte que les applications soient livrées le plus rapidement possible et d'assurer leur stabilité. Tu ne vas pas y arriver si tu passes toute une année à juste mettre en place de l'automatisation logicielle. Non, tu ne vas pas y arriver parce que qu'est-ce que tu vas produire comme résultat? Fine, quand le développeur va finir son code, tu vas livrer rapidement en production, mais est-ce que ce code sera stable? Est-ce que ce code va permettre à ce qu'il soit accepté très rapidement? Est-ce que ça va répondre aux besoins métiers? Est-ce que lorsque tu auras des incidents, ce sera géré de façon propre? Est-ce que tu auras une culture d'entreprise qui est saine, qui font qu'on tire des conclusions quand il y a eu des erreurs pour nous améliorer, pour que les gens soient plus performants et qu'ils ne passent pas du temps à mettre des choses sur le tapis et puis se pointer? Parce que c'est ces choses-là, en fait, qui font qu'on n'est pas performant de façon plus globale. Donc, on va travailler avec l'entreprise tout en amont pour dire, on va identifier les points de blocage et puis on va essayer de mettre en place des actions au bon endroit pour résoudre ces points de blocage. Donc, il y a tout un pan là, si vous êtes intéressé par le sujet là, qui est très intéressant et très pertinent et sur lequel, ça ramène, en tout cas moi, d'un point de vue personnel, là, ça me ramène plus de valeur. Mais peut-être que je le dis avec plus de 10 ans de recul, j'ai déjà passé par les étapes où j'ai fait quand même la plupart des aspects techniques de la chose. Hein. Et peut-être que si on ne passe pas par les aspects techniques de la chose, ça peut être compliqué de voir le reste. Mais en disant ça, je ne suis pas sûr parce que tous les aspects, par exemple, lead management, de fluidification des processus d'entreprise, ça c'est toujours fait. Même hors des TI, ça se fait, cette affaire-là. Donc, ce n'est pas une affaire de TI. Des gens devraient être capables de faire ça et ça ramène beaucoup de valeur dans les entreprises. Souvent, ça ramène même plus de valeur que de partir en projet TI. Alors, donc j'ai dit non, DevOps, ce n'est pas un poste. Et puis là, tout à coup, je dis boum, je mets un slide. J'ai dit, il y a quand même un parcours pour être un DevOps. Oui, parce que comme je vous ai expliqué, malheureusement, les entreprises, c'est très compliqué pour eux d'aller recruter une personne et puis juste de lui dire, je vais te recruter, tu vas arriver, on va faire des petits assessments. Et puis en fonction de ce qu'il y a à faire, tu vas prendre ton chapeau et puis tu vas aller le faire. Parce que peut-être que je n'aurai pas cette casquette. Donc, j'explique mon slide ici. Ce que je dis, c'est que, en général, ce qu'on va trouver sur le marché, c'est ces profils-là de DevOps. On va trouver un DevOps junior. C'est quoi un DevOps junior? C'est un peu le cas de la plupart des gens qui sortent des écoles. Je n'ai pas encore vu, par exemple, une formation qui forme des gens pour devenir DevOps. Dans ton diplôme, c'est écrit ingénieur DevOps. Ça, peut-être que ça existe. Mais franchement, je ne suis pas convaincu de la pertinence de ça. Par contre, on trouve des postes DevOps Junior. Et du coup, tu te dis, c'est quoi la fiche de poste derrière? C'est tout simplement une personne qui est soit développeur, soit sysadmin, soit ingénieur réseau, soit whatever. J'ai dit ingénieur, mais ça peut être technicien. Bref, on va parler compétence. C'est quelqu'un qui a la compétence dans les TI, une compétence dans les TI, mais sauf que l'entreprise veut l'utiliser dans un processus d'accélération de quelque chose pour pouvoir délivrer de la valeur. Donc, dans 80% du temps, on va être dans de l'intégration continue et du déploiement continu. Donc, ça va être, par exemple, quelqu'un qui va venir, et c'est ce qui a été dit dans la question précédente, qui va venir faire de l'automatisation, du déploiement de logiciels. Donc, on va chercher quelqu'un, par exemple, qui connaît des outils comme Jenkins, GitLab, GitHub et tout ça, et qui est capable de jouer autour de ces outils-là. Cette personne, en général, va rejoindre une équipe de développement. Ça demande d'avoir quand même, du coup, un petit profil de développeur. Tu sais, si tu ne connais pas le développement, c'est compliqué d'aller automatiser la livraison d'une application parce que dans le code, il y a toujours des briques dans lesquelles il va falloir plugger quelque chose. Si tu n'as pas cette compétence, ça va être compliqué. Donc, un DevOps junior, pour moi, c'est tout simplement quelqu'un qui va avoir l'appétence, par exemple, d'aller faire de l'automatisation parce que c'est un petit peu ça qui est à la mode. Mais ce n'est pas que du développement, ça peut aussi être, et c'est de plus en plus, dans l'infrastructure. Des équipes de sécurité, par exemple, vont avoir besoin d'automatiser des règles de firewall. Des équipes cloud d'infrastructure vont vouloir automatiser le provisioning de bases de données, d'environnement réseau et toutes ces affaires-là.
Donc, on parle beaucoup de Terraform, par exemple, aujourd'hui. Donc, ça peut être quelqu'un qui fait ça. Et pourquoi on prendrait un junior? Parce que dans des grosses entreprises, dans de gros projets, on va avoir peut-être des personnes qui sont très seniors, là, plus architectes, mais ce n'est pas eux qui vont faire le travail. Le travail va être tellement gros qu'on a besoin de petites mains pour leur donner le travail, pour pouvoir faire en sorte que ça aille vite. Et si vous avez cette chance-là, oui, vous pouvez commencer comme ça, comme DevOps Junior. Donc, on ne va pas le voir, ces profils-là, dans des petites sociétés. On ne va pas le voir dans des startups parce qu'en général, si on recrute quelqu'un, on va vouloir quand même qu'il prenne en main toute la compréhension, qu'il soit capable de choisir ces outils-là, de les installer, et puis après, souvent, aussi de l'opérer ou de travailler avec quelqu'un pour l'aider dans l'opération. Après, lorsque on passe à DevOps Expert, donc ça c'est souvent quelqu'un qui va avoir peut-être 3-5 ans d'expérience, là, vous voyez, j'ai fait exprès justement d'éclater le modèle. C'est pour vraiment vous montrer l'affaire que je disais tout à l'heure, c'est que il y a pas ça n'existe pas un DevOps comme ça. Il faut une expertise dans quelque chose parce que c'est tellement vaste. Quelqu'un qui est capable de faire du CI/CD, c'est-à-dire intégration continue, déploiement continu, automatisation du déploiement, ça va être compliqué pour lui d'être un expert dans le stockage, avec les baies de stockage et tout ça, ou dans les télécoms. Ça va être très compliqué. Alors que dans tous ces domaines-là, on a besoin de faire de l'automatisation, mais pas que de l'automatisation. On a besoin de faire de l'infrastructure. Ce n'est pas les mêmes infrastructures. On a besoin de faire plein d'affaires. La supervision, ça ne se fait pas de la même façon. La sauvegarde, ça ne se fait pas de la même façon. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Et puis, un architecte DevOps, là, ça devient encore un peu plus vague. C'est tout simplement un architecte. Voilà. Et puis après, si tu es architecte, par exemple, sur des plateformes d'automatisation, comme typiquement là, des missions qu'on a fait, aller choisir quel est l'outil dans une entreprise comme la BNP Afrique, quel est l'outil qu'on va utiliser pour stocker du code, quel est l'outil qu'on va utiliser pour faire de l'automatisation à l'échelle de plus de 200 développeurs, ainsi de suite. Ce genre de mission-là, ça reste de l'architecture solution, ça reste après de faire des plans de déploiement, ça reste après de faire des choix, ça reste d'assumer un petit peu toutes ces responsabilités-là. Donc, on va parler d'un architecte. Mais dans le fond, j'ai envie de vous dire, ça reste un architecte solution. C'est juste, il a la casquette DevOps parce que dans l'entreprise, on est capable de dire, on a tellement d'enjeux par rapport à de la transformation DevOps, il y a tellement de missions qui s'en viennent qu'il nous faut quelqu'un. Et puis, en référence, c'est plus quelqu'un qui est à l'extérieur de l'entreprise, qui essaye d'avoir une visibilité hors de l'entreprise. Donc là, je vous présente un petit peu le plan de carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune main pour le moment. Je te laisse gérer le temps. Tu me dis combien de temps il me reste. Oui, donc, non, ça va, on peut continuer. Je sais qu'on aura du temps un peu à la fin pour beaucoup plus pour un débat, une discussion. J'ai presque fini. Il y a des questions, mais il y a des gens qui ont des questions qu'on va prendre un peu plus à la fin. Donc, c'est bon. Voilà. Après, un point important que je n'ai pas dit, c'est un peu comme dans l'agilité, normalement, le DevOps intervient dans des entreprises qui ont envie, comme je vous disais, d'améliorer leur performance. Donc, souvent, on va partir une mission DevOps, ça va être quelque chose de temporaire. C'est supposé ne pas durer longtemps. C'est supposé durer 1 an, 2 ans. Et l'objectif, c'est de quitter d'un point A pour atteindre un point B. Et normalement, à la fin de ces missions-là, ces personnes qui sont là et qui sont là pour apporter un appui sont supposées disparaître. Ce n'est pas supposé être un rôle tout le temps disponible comme ça. Cette compétence-là est supposée retourner dans l'équipe. Les personnes qui, par exemple, si je prends n'importe quoi, je prends DevOps Expert IaaS Cloud, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir faire du provisioning d'infrastructures type machine virtuelle dans un cloud comme Azure ou AWS ou GCP. Dans le fond, dans l'entreprise, tu es supposé avoir des personnes qui sont opérateurs de ces plateformes IaaS Cloud. Donc, toi, ton rôle, c'est de venir leur
passer la connaissance. C'est par exemple quand tu arrives dans une entreprise, dans ces cas-là, c'est des personnes qui étaient avant des sysadmins on-premise, c'est-à-dire dans des data centers traditionnels. Donc, ils ne connaissent pas beaucoup les outils d'automatisation type Terraform, par exemple. Il faut leur apprendre à utiliser ça. Ils ne sont pas à l'aise avec des notions d'API. Ils ne connaissent pas les affaires des GitHubs, comment tu fais pour versionner dans un outil de versionning de code source. Tu sais, tu es là pour leur apprendre ces connaissances-là. Mais à terme, tu dois leur passer la connaissance et disparaître. Donc, ces missions-là, comme les missions de transformation agile, réussissent quand ça ne dure pas longtemps, quand l'équipe interne récupère la connaissance. Ça vient encore confirmer ce que je vous disais quand je vous dis que ce n'est pas des rôles qui sont là pour être ad vitam. C'est des bons rôles quand tu es consultant, parce que là, tu peux passer d'entreprise en entreprise et puis prêcher un petit peu la bonne parole. Landry, oui. Je pense que tu mets un point qui... parce que moi, je n'avais jamais... Je ne pensais pas toujours DevOps beaucoup plus d'un côté consultant. Et je pense que beaucoup de gens, lorsqu'ils vont se préparer, font des formations chez DevOps, l'objectif est d'entrer dans une compagnie et de travailler comme permanent dans des DevOps. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités à être un consultant et travailler à ton propre compte, par exemple, ou au compte d'une boîte, et de venir offrir des services pour une période spécifique. Et oui, si tu veux grandir dans le DevOps, parce que tu sais, si tu veux travailler comme permanent dans une entreprise, ça suppose que l'entreprise est en train de faire de façon perpétuelle ces transformations-là. Une transformation est supposée ne pas durer plus que 3 ans. Après la transformation, on est supposé arriver dans de la stabilité. Donc, quand on atteint la stabilité, ben, tu vas rentrer dans une case. Obligatoirement, tu vas rentrer dans une case. Si c'est ton objectif de rentrer dans une case, par exemple, si tu as envie de passer une bonne partie de ta carrière à opérer un outil interne de versionning de code, d'automatisation, whatever, fine, let's go, c'est bon. Tu peux y aller, tu sais, ça va être ça. Demain, tu ne pourras pas dire ah ben là, j'ai envie de devenir un coach pour travailler avec un autre contexte parce qu'on va faire de la transformation organisationnelle ou j'ai envie d'aller faire de l'automatisation d'autres trucs. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Mais tu sais, après un horizon de 3 ans dans les TI, ça reste aussi correct. Tu sais, tu peux être permanent 3 ans et puis après, tu changes de boîte. C'est aussi une bonne chose. Là, ce que j'ai montre, c'est j'ai recherché hier un exemple d'offre d'emploi au Cameroun dans le DevOps. Je vous avoue que j'ai pris beaucoup de temps pour trouver quelque chose. Et puis, j'ai trouvé ça m'a interpellé. Donc, il y avait, pour ceux qui veulent, je pourrais vous donner le lien. C'est un site, je pense, je ne vais pas donner le nom ici. Et puis derrière, j'ai regardé l'offre. Donc là, vous voyez, c'est DevOps Engineer, homme ou femme. Donc c'est bon, on a la parité. Regardez le nombre d'années d'expérience qui est demandé, entre 5 ans et 10 ans d'années d'expérience. Donc ça correspond un petit peu à ce que je disais. Et puis regardez un petit peu, j'ai souligné un certain nombre d'aspects sur la compétence qu'on va demander. Donc on va demander d'avoir de l'expérience sur des outils DevOps. Et puis là, on va vous mettre la totale, là, les outils, c'est correct, c'est fine. Donc ça, par exemple, je vois Azure DevOps, je vois AWS, Terraform, machin truc. Donc ça, c'est plus des outils d'automatisation, mais pas que, il y a aussi des plateformes, du coup, de ce qu'on appelle des orchestrateurs. Là encore, c'est correct. On peut dire que quelqu'un peut avoir cette compétence. Après, on arrive, on trouve Backend Development Activities. Ah, Backend Development Activities, ça, c'est un développeur, en fait, dans le fond, qui a cette compétence-là. Parce que, tu sais, si quelqu'un est DevOps, il n'est pas supposé faire ça. Mais vous voyez que c'est quand même demandé. Donc, ça confirme ce que je disais quand je dis que les entreprises vont chercher quelqu'un qui a une compétence en développement, quand même. Mais là, ce n'est pas juste une compétence en développement parce que tu n'es pas supposé être
un expert comme ça aller faire du Java, J2E, Node.js, Python, et puis JavaScript. C'est quand même too much là. Là, c'est carrément un développeur. C'est même un full stack là. C'est même pas juste un back-end parce que je vois du front-end. Mais c'est demandé. On va trouver des BMS. Là, c'est encore une autre compétence. Être capable d'être DBA sur des systèmes, c'est too much. Puis aussi de gérer des plateformes cloud. Le scripting, ça c'est bien, ça c'est quelque chose qu'il faut connaître, c'est quelque chose qui rentre dans les compétences. La gouvernance sur les tests, je trouve que c'est une bonne chose. Et après, là où ça fâche encore, WebLogic, T-Boss, ça c'est too much. Ça c'est too much. Et puis voilà, donc j'ai juste pointé les choses. Et puis un truc que j'ai beaucoup apprécié par contre, c'est Agile Concept. Oui, je vous le confirme. Pour faire du DevOps, comme pour faire des TI, là, aujourd'hui, ça prend quand même de connaître ces concepts d'agilité. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, tout ça, c'est pour vous confirmer un petit peu ce que je vous disais. Là, on est un petit peu sur le profil type. Il y a quelques demandes qui sont, je pense, liées à la spécificité du projet sur lequel la personne va travailler. Tout le volet connaître des BD. Après, ça dépend du niveau, parce que là, on dit master. On ne dit pas have a minimum knowledge. On ne te dit pas de savoir faire du SQL. Là, on te dit master. C'est-à-dire, j'imagine, être capable de l'installer et de l'exploiter. Puis pareil, pour T-Boss WebLogic. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pense qu'il aurait enlevé ces deux parties-là. Ça aurait été quelque chose d'intéressant. Mais ça, c'est pour vous montrer un petit peu quelqu'un qui fait du DevOps et qui veut aller dans une carrière de DevOps. Si quelqu'un vient avec ses compétences, vous n'allez pas manquer de travail là, en enlevant toute la partie back-end, en enlevant ces quelques aspects que j'ai montrés là où on était vraiment dans le too much. Pour le reste, on rentre dans une belle fiche de poste parce qu'avec ces compétences, vous pouvez après les utiliser. Je peux être aujourd'hui en train de travailler avec une équipe par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de stockage qui a envie d'automatiser, par exemple, le déploiement de de stockage. Si je connais du Python, si je connais des outils comme Terraform, je vais connaître. Deux derniers slides. Donc là, j'ai parlé, après j'ai dit qu'il y avait tout un volet purement organisationnel. Donc là, je le remets, c'est pour dire juste dans l'image de gauche, en jaune, là, je montre un petit peu, de façon traditionnelle, voici comment on livre une application. Donc, on va faire passer la balle dans différentes équipes et puis chacune des équipes va faire des actions passer à l'autre. Ça allonge les délais, ça rend le processus de livraison long. Pour faciliter ça, un DevOps, là on va parler plutôt de DevOps leader ou de coach DevOps. Son rôle va être de travailler avec l'entreprise pour revoir l'organisation. Donc là, on parle vraiment de l'organigramme. Le DevOps intervient dans ces rôles-là et l'objectif, c'est de terminer avec une organisation, mettre dans la même boîte et puis on va former une équipe. Donc, au lieu d'avoir l'organigramme de la société avec l'équipe business, l'équipe de développement, l'équipe QA et puis l'équipe opération, on va plutôt avoir l'équipe portail caisse, l'équipe e-banking, l'équipe, je ne sais pas, CRM, et ainsi de suite. Et puis, dans ces équipes-là, tu vas trouver le gars fonctionnel, le gars développeur, la personne opération, ils sont tous dans la même équipe. Comme ça, il n'y a plus de balles. Tout le monde est responsabilisé et puis tout le monde livre la même affaire. On est sûr qu'avec ça, on va vite. Voilà. Et puis donc, ça prend des personnes qui ont cette sensibilité-là. Et si vous posez la question, comment l'avoir? Donc, la beauté de ça aussi, c'est que ça ne demande pas forcément des compétences poussées en TI, comme on a vu tout à l'heure, tout ce qu'on demandait là. Là, ça va aller chercher d'autres skill sets. Donc, il y a cette certification-là que j'ai trouvée du DevOps Institute. Il faut savoir déjà que le DevOps Institute offre quand même plusieurs certifications. Et celle-ci, je l'ai trouvée quand même pertinente si vous avez envie de faire ça. Donc ça, c'est un petit peu, par exemple, ce qu'on va aller chercher dans cette certification-là. Vous voyez tout le volet leadership, organisation, comment faire qu'une organisation soit DevOps, la mesure, parce que si tu transformes, tu dois mesurer, puis tout ce qui est faire de la improvement, c'est-à-dire de l'amélioration continue.
Donc, c'est une autre façon de voir le DevOps que beaucoup ne connaissent pas, mais qui est très demandée par, mais là, c'est forcément des cabinets qui travaillent dans la transformation, pas sur le volet technique, mais sur le volet organisationnel. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça un peu plus en détail. Et Landry, voilà, les formations du DevOps Institute, elles sont des formations payantes, c'est ça? Les formations sont payantes. Je ne sais pas si c'est requis de faire la formation, parce que pour les certifications, il y a toujours cette affaire. Tu n'es pas obligé de faire la formation là où tu te certifies. Ce qui est sûr, c'est que la certification est payante, mais tu n'es pas obligé de prendre la formation avec eux. Je n'ai pas poussé jusqu'à faire ça, mais moi, en général, c'est ce que je fais. Je ne prends pas forcément la formation au sein de l'institution où je vais passer la certification. Donc, peut-être en achetant un livre, on pourrait se préparer à la certification. Et quel est le poids de par exemple, de cette certification? Est-ce que c'est une certification qui est, par exemple, bien reconnue dans le domaine, qui peut aider à avoir un boulot? Oui, c'est reconnu dans le domaine. La vraie question, c'est quelle est la part des entreprises qui recrutent des profils de DevOps leader? J'ai fait encore une recherche hier. Il n'y en avait pas beaucoup. Au Cameroun, je n'en ai pas trouvé, malheureusement. Mais c'est normal, Yannick, parce qu'en fait, c'est toujours la même affaire. C'est que les entreprises, là, elles, ce qu'elles cherchent, elles ne vont pas mettre le rôle de... Elles ne vont pas te dire, je cherche un DevOps leader. Ils vont te dire, je cherche quelqu'un qui va m'aider à l'optimisation des performances de mon entreprise. Ça, je pense que tu vas en trouver plein d'entreprises qui cherchent des gens comme ça. Tu vas trouver des gens qui travaillent dans du coaching organisationnel. Ça, tu vas en trouver des entreprises qui recrutent. Donc, je pense que c'est une certification qui est pertinente. Mais si tu as envie d'avoir la casquette DevOps, malheureusement, souvent, c'est toi qui vas l'amener. Tu sais, moi, j'ai été recruté dans une boîte, là, j'ai été recruté comme architecte technique, et puis c'est moi qui ai créé la division DevOps. Tu sais, c'est moi qui ai commencé à recruter des gens en disant, je cherche quelqu'un pour travailler dans le DevOps. Mais tu sais, on faisait à peu près les mêmes travails. C'est juste que la fiche de poste a changé. C'est pour ça que je donne vraiment ces insights pour que vous soyez capable de lire les fiches de poste, aller regarder dedans. Restez pas juste à chercher pour dire je cherche un poste de DevOps en quelque chose. Allez voir ce que les entreprises demandent. Cherchez par mots-clés. Tu sais, si tu as envie de travailler dans l'intégration continue, cherche un boulot où c'est écrit intégration continue parce que tu vas peut-être trouver un développeur, une entreprise qui cherche un développeur et puis quand tu vas regarder la fiche de poste, on va te dire quelqu'un qui va être là pour soutenir dans l'automatisation, qui va aider dans les mises en production, qui va s'assurer que le système est stable. Tu sais, ben, en fait, ils cherchent quelqu'un qui travaille dans DevOps, tout simplement. OK. Donc, 3 messages pour terminer. Donc, le premier, c'est que le DevOps, ce n'est pas une méthodologie de gestion de projet. C'est juste un ensemble de bonnes pratiques. Les méthodologies, c'est Scrum, c'est Safe. Donc, dans Scrum, tu peux mettre du DevOps. Dans du cycle en V, tu peux mettre du DevOps. Dans Safe, tu peux mettre du DevOps. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, malheureusement, quelqu'un qui travaille dans des missions en lien avec de la transfo DevOps doit avoir une compétence technique très forte s'ils veulent embrasser des missions, des missions de DevOps confirmées. Parce que, tu sais, je vous ai un peu montré là tout à l'heure, ce qui est demandé quand même, c'est intense parce que ça demande d'être un peu transverse, aussi bien avec une compréhension du monde du développement et une compréhension du monde des opérations. Et quand on recrute quelqu'un, on cherche quelqu'un qui a cette compréhension-là. Ce n'est pas juste de passer en surface. Il faut vraiment être... C'est typiquement là, si tu viens voir une équipe de développement, tu dois les challenger pour qu'ils changent leur façon de faire et pour qu'ils, par exemple, pour qu'ils mettent en place des automatismes. Si tu n'as pas une certaine légitimité, tu ne peux pas juste venir dire moi, je ne connais pas ce que vous faites, mais j'ai envie quand même que vous le fassiez. Ils vont dire on a l'habitude de faire comme ça et puis ça marche bien. Il faut que tu puisses t'écouter. Donc, il faut que tu leur ramènes ce leadership technique.
Sinon, l'autre voie, ben, c'est d'être leader DevOps. C'est plutôt un parcours qui peut permettre de travailler dans tout ce qui est amélioration de processus, amélioration de performance. Et puis ça, là, on n'a pas besoin d'être dans ces profils techniques poussés. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, Landry, c'est très bien vraiment de nous éduquer. Je pense qu'on va passer un peu à une phase où on peut discuter un peu avec nos participants qui ont des questions. On a une question, par exemple, qui vient de Facebook qui demande quel est le background qu'on doit avoir dans les TI, quels sont les prérequis pour faire le DevOps, le background dans les TI. Alors, donc je redis ce que j'avais dit tout à l'heure. Pour pouvoir faire du DevOps, ça ne prend pas un background particulier, ça prend l'envie de travailler dans tout ce qui est automatisation, amélioration des choses et éviter qu'il y ait des contentions. Quand on dit dans les TI, je pense que la question est orientée pour faire de la technique dans le DevOps. Parce que TI, c'est, tu sais, quand tu travailles, je vais te prendre un exemple, par exemple, de quelque chose qu'on fait dans du DevOps, dans les TI, c'est ce qu'on appelle le rituel des post-mortem. Un post-mortem, ça veut dire quand il y a des incidents, par exemple. Donc, typiquement, quand il y a un système qui tombe, imaginons un système qui retourne, qui ramène $1 million par jour. Lorsqu'il tombe, les gens sont bien énervés. Puis là, malheureusement, dans les entreprises, on va chercher le coupable tout de suite. C'est la faute de qui? Puis on va, du coup, si moi je suis coupable et que je sais que l'objectif c'est de me couper la tête, je ne vais pas le dire que je suis coupable. Tu sais, si j'ai lancé une commande sans faire exprès et que ça a strappé le serveur, je ne vais pas le dire parce que je sais qu'on va me couper la tête. Alors que si l'entreprise change sa culture pour être plus dans une culture de dire j'ai le droit d'essayer des choses, si ça ne fonctionne pas, c'est sûr que je n'ai pas fait exprès. Tu sais, il n'y a personne qui va vouloir supprimer un serveur. Donc, c'est sûr que j'essayais de faire quelque chose. Mais si je sais que qu'est-ce qui va se passer après, ça va être plus de dire, on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir prendre des actions pour s'améliorer demain. Et les gens vont lever la main. Tu sais, chacun va dire, moi j'ai fait ça, l'autre va dire, moi j'avais essayé de faire ça, peut-être que c'est à cause de ça que ça s'est passé, parce qu'on sait que ce qui va sortir comme action de tout ça, c'est, OK, demain, il faudra qu'on fasse mieux. Pourquoi tu as lancé la commande? Ben, c'est peut-être parce qu'il manque un automatisme quelque part. Donc, tu sais, moi j'ai fait ça pendant 6 mois avec une entreprise, par exemple, juste mettre en place une culture de post-mortem dans les TI, et là, tu vas travailler avec les responsables. Donc, qu'est-ce que ça prend comme profil? Ben, ça prend comme profil déjà peut-être de savoir que ça existe, donc ces pratiques-là, que ça existe. Et puis après, en fonction de votre appétence, d'aller cultiver ces pratiques. Si la question, c'est de savoir techniquement, si je veux être un DevOps expert dans le domaine technique, ben, ça prend un petit peu d'aller regarder la fiche de poste que j'ai mis tout à l'heure. En général, nous, on va chercher quelqu'un qui sait scripter avec un langage comme Python, comme Batch, quelqu'un qui est à l'aise avec des systèmes d'exploitation comme Linux, comme Windows, quelqu'un qui sait utiliser des langages d'infrastructure as code comme Terraform, comme Ansible, et puis quelqu'un qui est capable d'utiliser des outils de supervision en fonction du domaine. Et puis les outils de supervision, il y en a tellement. Donc, allez jamais à un entretien pour essayer de dire, et puis on vous dit, est-ce que tu sais utiliser Zabbix, qui est un outil de supervision? Vous dites non, ne dites pas ça. Ce n'est pas la bonne façon de répondre. Dites, ah, Zabbix, c'est un outil de supervision. Ah, ben oui, moi, je connais un autre outil de supervision. J'ai utilisé Dynatrace, j'ai utilisé Splunk, j'ai utilisé Prometheus, j'ai utilisé ça. Donc, dans la tête de la personne, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que toi, tu sais c'est quoi la supervision et à quel point c'est quelque chose qui est important pour une entreprise. Bicep. Et voilà. Ils paniquent, mais en réalité, ils pouvaient utiliser, ils utilisent déjà Terraform, par exemple. Donc, oui. J'aime bien la réponse, que ta façon d'aborder qui est de ne pas rester, de rester générique, de dire non, j'ai utilisé d'autres langages qui sont similaires pour démontrer des compétences.
Tu es avec nous, Landry? Oui, C'est exactement. comme si on a perdu un peu le visuel, mais Donc, on a une il y a question des ici. grands chapeaux, comme je disais, et puis après, rentrer dans les tranches. Oui, il y a une question ici. Et je pense que quand je vois les questions, c'est comme si le trend est de te demander en concret, voilà, si une personne devait commencer une carrière en DevOps, qu'est-ce que tu recommandes comme un parcours, comme, c'est pas un blueprint qui est simple, hein? Parce que tu as dit, c'est idéal d'avoir un langage de programmation. Quelle est ta recommandation si une personne devrait commencer? Alors, mais là, j'ai dû arrêter ma caméra parce que je pense que j'ai peut-être un enjeu réseau. Euh, donc, comme je disais, moi, en général, parce que ça m'arrive de recruter, de participer à des entretiens de recrutement dans le DevOps. Moi, comment je vais procéder? Il y a des grands chapeaux dans lesquels je vais vouloir cocher si la personne a la compétence. Donc, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, capacité de travailler dans une équipe de développement. Dans la capacité de travailler dans une équipe de développement, on ne va pas demander à un développeur d'aller écrire du code. Par contre, on va lui demander de connaître, d'être capable de prendre un code et de le rajouter dans un outil d'automatisation continue. Donc, par exemple, pour être plus précis, en fait, je ne voulais pas aller dans le détail parce que tout de suite, après, on va perdre tout le monde. Si je prends du Java, par exemple, il faut être capable de travailler avec du Maven ou du Gradle. Parce que Maven ou Gradle, ce sont des outils qui vont intervenir dans l'automatisation. Si un code n'est... Mais en Et comment on la général, si connaît? quelqu'un... Comment on arrive à voir ça? Parce que les gens qui demandent ça souvent, ils n'ont aucune idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'inscrire dans un cours dans une certification une formation. Tu pourrais passer la certification Java, ça pourrait aider. Parce que si tu as une... Mais encore là, je suis un peu... Je suis un peu hésitant. Peut-être que la bonne façon pour moi de transmettre ce message, ce serait de partager une petite grille en mettant ces mots-clés-là. Parce que, pourquoi je dis ça? Je te prends le Java. Si je dis à quelqu'un, il faut aller connaître Java, il va aller passer la certification Java. Mais il se pourrait que dans la certification Java, on ne parle pas de Maven. Parce que c'est pas... Maven, c'est un outil à côté. Il y a le langage, il y a plein d'outils autour. Nous, on va s'intéresser à Maven et à Gradle. Donc, par contre, si tu connais le mot Maven, si tu connais le mot Gradle, tu peux aller suivre un cours sur ces outils-là et tu peux faire des labs sur ces outils-là. Il y a plein de plateformes aujourd'hui de formation qui existent dans lesquelles tu peux te pratiquer dessus. Moi, c'est vraiment le côté que moi je recommande là. Je suis toujours un petit peu frileux de recommander aux gens de se certifier à, à tout va. Soyez sûr que vous vous certifiez sur des choses pertinentes là par rapport à votre cursus. Parce que si tu me dis que tu as écrit plein de code Java, tu es très fort dans du Java, tu sais faire, tu sais écrire, tu fais du PHP, tu fais tout ça, oui, fine, mais moi, c'est pas ça que je cherche. Moi, j'ai besoin que tu m'aides à prendre un code qui existe et à le porter sur une plateforme comme GitHub Action. Donc, le premier travail que je vais te demander, c'est de pouvoir transformer ce code pour qu'il se compile automatisation. Donc, la compétence recherchée ici, voilà, c'est le mot, c'est le bon mot, c'est de faire de la compilation automatique de code. Donc, par exemple, là, c'est une belle compétence. Parce que tu vois que si tu dis à un recruteur que je suis capable de faire de la compilation automatique de code, ben, le recruteur, tu peux arriver, tu peux être très bon dans PHP, tu arrives dans une boîte, on te dit, nous, on fait du .NET. Mais si tu lui dis, je suis bon dans la compilation automatique de code, il va te dire, ouais, ok, d'accord, toi, tu l'as fait avec du PHP, tu as utilisé quoi? Tu vas lui dire, j'ai utilisé Composer parce que c'est avec ça qu'on va le faire en PHP. Mais tu vas le dire, en .NET, c'est pas très compliqué, je vais m'adapter, c'est du MS Build ou whatever, je sais pas quoi, ou du NuGet, je vais l'apprendre. Donc, tu vois, ça, c'est les mots-clés qu'on pourrait partager après avec les personnes qui sont ici. Ça, c'est le premier volet, côté code, ce qu'on va normalement demander. Après, tu vois, quand dans les offres comme celle que je montrais, là, quand on commence à dire à quelqu'un, il faut que tu sois bon sur de la programmation,
là, c'est une autre casquette. Là, on cherche vraiment un développeur qui va écrire des fonctionnalités dans une application. Ce n'est pas supposé être du DevOps, cette affaire-là. Après, Donc, on va avoir d'autres aspects côté opération. On a besoin que côté opération, par exemple, que tu sois capable, comme j'ai dit tout à l'heure, d'utiliser un outil de monitoring, que tu sois capable d'écrire des scripts, parce que beaucoup des automatismes que tu vas faire, c'est avec du scripting, que tu sois capable d'utiliser des outils d'infrastructure as code comme Terraform ou Ansible, et que tu sois capable d'utiliser des plateformes cloud. C'est quelque chose que tu dois connaître, au moins une plateforme cloud, parce qu'après, les concepts sont un peu les mêmes. OK, donc ceux qui ont demandé des langages de programmation spécifiques, qui ont demandé des certifications spécifiques, je vais mettre le lien encore du groupe parce que Landry propose il va apprêter quelque chose comme peut-être une grille qui peut un peu guider plus tard. Donc, lorsqu'on a ça, on va mettre dans notre groupe LinkedIn. Donc, euh, il veut pouvoir vous donner une réponse qui est un peu plus, qui va être un peu plus, qui va vous aider. Oui. Voilà. D'autres questions et aussi, si vous avez des questions, on ouvre aussi, hein, vous pouvez vous les poser directement. Vous pouvez enlever votre micro aussi et poser des questions directement pour qu'on puisse avoir un débat. On a quelques minutes. Oui, j'ai enlevé mon micro. Bonsoir, moi c'est Joseph ou plutôt Stéphane, hein, je connais Landry, donc Salut. oui, c'est un ancien camarade, un ancien camarade de Oui. classe. Voilà, donc moi je suis content voilà, de sa présentation. Il y a énormément d'informations. Donc moi aussi, je travaille un peu dans le domaine, hein, du DevOps et effectivement, c'est des problématiques qu'on a dans pas mal d'entreprises, hein. Moi, j'ai par exemple participé à une mission de conseil euh, pour des administrations, hein, du côté de la France et la problématique qui était posée, c'était, bon, ils font de l'IT, ils ont des ingénieurs système, ils ont des développeurs. Donc, comment on fait, hein, vu qu'il y a une transformation qui arrive, on demande par exemple que tout le monde doit aller sur le cloud, opérer sur le cloud. Comment on fait pour transformer nos personnes actuelles en des profils qui sont compatibles pour travailler sur le cloud? Entre guillemets, comment on fait pour transformer les gens en DevOps? Et donc, ce que Landry a souligné, c'est que le DevOps, effectivement, ce n'est pas réellement un seul profil, c'est plus une grosse culture. Donc, en réalité, ce qu'on dit, c'est comment je fais pour transformer des gens qui travaillent d'une certaine façon à adopter une autre culture. Bon, sans rester dans la philosophie, ce qui avait été fait, c'est dessiner des parcours. C'est-à-dire, on va dire, si tu veux, au lieu de dire DevOps, celui qui était ingénieur système, on va par exemple créer un nouveau rôle, entre guillemets, qu'on va par exemple appeler ce que Landry appelait le DevOps, par exemple, YAS. C'est-à-dire un DevOps qui va faire du Terraform. C'est-à-dire qui va créer des infras avec du code. Donc, déjà, quand tu définis comme ça un objectif de profil que tu vises, c'est plus facile de te créer un parcours. C'est-à-dire, c'est plus facile de dire que pour partir de ce que je sais faire aujourd'hui, à devenir un SysOps nouvelle génération qui sait créer des infras en codant, bah voilà, au moins on a défini un but et maintenant on va trouver les étapes. Et les étapes, ça va être celles que Landry a citées, hein. Il faut commencer par la culture, donc l'agilité. Parce que il faut qu'on t'apprenne à travailler dans une équipe agile, comme ça que tu vas apprendre, voilà, à intégrer des feedbacks, à faire le reporting même de ce que tu fais pour que tu sois challengé régulièrement. Et ensuite, faut que tu puisses toucher. Donc, il faudra que tu saches faire, par exemple, voilà, de l'infra as code. Donc, tu connaisses du Ansible, que tu connaisses du Terraform, et après que tu connaisses des choses comme des conteneurs, Docker, que tu connaisses Docker. Voilà. Donc, parce qu'on t'a donné un objectif à atteindre qui est précis, on est capable de trouver après les outils à la fois, on va dire, intellectuels, comme on a parlé de l'agilité, et après les outils techniques. C'est toutes ces technos-là. Et les gens rajoutent.
par-dessus souvent les technos, parce que les technos aussi rassurent les certifs. Les certifs rassurent, ça peut rassurer les recruteurs, voilà. Mais en réalité, c'est pas ça qui donne la compétence. Voilà. Donc, tu peux faire les certifs, ça va te permettre de passer les entretiens, mais après, tu vas réellement apprendre quand tu seras dans les projets. Et quand tu vas commencer, personne ne commence en étant expert. Donc, tu auras appris tout un tas de technos, mais tu vas commencer débutant. Et au fil, si tu fais 1 an ou 2 ans, tu deviens un peu plus que débutant. Et au fil des années, tu te seniorises, tu deviens un expert. Et, euh, et voilà, et tu es rentré dans le métier et tu as atteint ton but, qui était un des parcours possibles dans toute la galaxie DevOps. Ah, merci Joseph, merci de cette confirmation hein, et aussi de ta participation ici. Nous, Voilà, de rien, de rien. C'était ma petite contribution. Donc, faut prendre un objectif et après, c'est facile de dérouler. C'est-à-dire, si on voilà, vise DevOps large, on risque vraiment d'apprendre beaucoup de choses et ne pas et d'avoir du mal à finir le chemin. d'accord. Merci. On a une autre main qui veut sûrement intervenir ici, c'est Évariste. DevOps lui-même en question, quand on prend une interview, par exemple, sur le domaine DevOps, c'est généralement pour ça, la plupart des informations qu'ils sont en train de rechercher, c'est savoir si tu as d'autres compétences qui seront plus utiles et qui pourront peut-être aider dans l'automation. Comme on dit, DevOps, c'est un outil d'automation qui pourront aider dans l'automation. Et tu dois être capable également de savoir à quoi tous ces outils servent. Parce que tu ne peux pas créer un champ d'automation sans connaître quels sont les aboutissants de ça et comment est-ce qu'ils pourront être gérés dans les différents... Des box, il y a des petits box, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et quand on te dit, il a dit tout à l'heure, Stéphane, Docker ou container, tu dois le mettre dans une box. Quand tu dis une VM, tu dois le mettre dans une box. IaaS, PaaS, tous ces concepts de cloud, tu dois pouvoir les mettre dans des box. C'est vraiment ça le côté qui est recherché là en entrée. Après, en fonction de ce qui est recherché, parce que les entreprises, vous voyez que c'est vaste. Et les entreprises, malheureusement, ne recrutent pas de la même façon. Il y a des entreprises qui vont aller chercher le gars qui connaît du COBOL. Ben, malheureusement, moi, je ne connais pas de COBOL. Donc, quel que soit le nombre d'années d'expérience que tu feras, tu vas pas ça ne va pas marcher. Tu sais. Mais un bon recruteur est supposé savoir qu'il y a quand même des compétences qui sont internes à l'entreprise et qu'il ne faut pas aller chercher. Bon, Landry, comment se positionner dans une interview parce que l'une des choses est, par exemple, moi j'ai par exemple causé avec des gens qui ont fait des certifications, qui sont passés dans des interviews, mais n'ont pas facilement eu des boulots et qui comprennent bien, qui ont une très bonne expertise, mais peut-être il y a quelque chose qui bloque dans la formation, les certifications et avoir en fait un boulot qui va avec. Après, on va laisser le côté où c'est toujours un peu de feeling. On suppose que ce n'est pas le feeling et que là, on va vraiment parler du côté objectif. On parle du principe que c'est parce qu'il y a une compétence qui a manqué. Si on parle de ça, en termes de compétences qui a manqué, ben souvent, c'est que tu n'as pas été capable de convaincre la personne que ta compétence correspond à ce qu'il cherche. Donc, dans le cadre du DevOps, par exemple, la première chose que beaucoup de recruteurs vont chercher, c'est par exemple ta capacité à automatiser des choses. Tu peux avoir une très grande compétence en TI, mais ta compétence en TI, peut-être que tu as fait 10 ans en tant que sysadmin, ou peut-être que tu es très bon sur du cloud, mais sur de l'infrastructure cloud, c'est-à-dire que tu es capable de déployer des serveurs, de mettre en place toute la sécurité qui va bien et tout. Mais moi, je cherche quelqu'un qui va pouvoir automatiser un code sur un pipeline et aller le livrer dans un outil de versionning de binaire et être capable d'aller déployer ça sur une plateforme en utilisant un outil comme Ansible. Ça, c'est une compétence qui est complètement autre. Donc, moi, si je cherche quelqu'un pour faire ça, ben, malheureusement, ce n'est pas de ta faute. C'est juste que moi, c'est de ça dont j'ai besoin et j'ai besoin
Peut-être que toi, tu l'as à 20% ou 25%, mais à côté, il y a quelqu'un qui est passé juste avant toi qui l'avait à 75%. Mais cette personne-là n'a pas ta compétence en tant que être capable de faire tout ce que j'ai dit là. Donc, c'est souvent ça qu'il faut comprendre. Moi, je dis, il faut connaître les boîtes sur lesquelles on va se faire évaluer. Je vais les partager. Mais derrière, dans ces boîtes-là, ben, vous avez votre vie. On ne peut pas être tous à 100% dans toutes les boîtes. On a tous une certaine compétence sur certaines boîtes et puis des entreprises recrutent. Là, si vous avez de la chance de trouver une entreprise qui cherche un junior et que vous êtes junior, c'est bon. Si vous avez une entreprise, vous avez de la chance d'être senior et qu'on cherche ce senior-là, ça va être bon pour vous. On ne peut pas donner une recette comme ça. Mais Landry, en 1 heure de temps, comment est-ce que tu arrives quand tu fais des interviews, je ne sais pas, 30 minutes, à identifier, parce que c'est beaucoup de choses. Donc, en 30 minutes, j'assume que ce sont des interviews 30-45 minutes. Je vais même être gentil, je ne vais pas aller savoir si tu as cette expérience en Java. Je vais rester général. Je vais te dire, est-ce que tu as déjà fait de l'automatisation de code? Tu vas me dire, fine. Je vais te dire, quel outil tu as utilisé? Ça, c'est la première chose qui va bloquer 80% des gens. Ils ne vont pas être capables de te citer un nom d'outil d'automatisation. Ils vont se perdre. Ils vont parler de, je ne sais pas, whatever. Mettons, il te dit, j'ai utilisé GitHub Action. Tu vas lui poser une question pour savoir jusqu'à quel point il sait de quoi il est en train de parler. Tu vas lui poser une petite question très technique. Typiquement, je vais te dire comment tu gères les secrets dans GitHub Action. Là, tu vas encore, tu vois, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des grosses roches. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, je vais le faire sur chacun. Tu sais, moi, j'ai ma grille là, de thématiques, comme je t'ai dit. Puis, sur chacune de ces thématiques, je vais te poser, mais ce n'est pas très beaucoup. Tu sais, je t'ai parlé de l'infra. Est-ce que tu sais utiliser un outil cloud? Est-ce que tu es capable de faire la différence entre de la containerisation et de la virtualisation? Est-ce que tu sais faire du scripting? Est-ce que tu es capable d'intégrer de l'automatisation dans du code? Est-ce que tu sais utiliser un outil de code? C'est quoi le CI? Qu'est-ce qui le différencie du CD? Cite-moi un outil CI, cite-moi un outil CD. Et puis après, derrière, on va aller regarder côté opération. Est-ce que tu es sensible au backup? Est-ce que tu es sensible à la haute disponibilité? C'est ça un peu les choses. Et la passion sort. On a une main debout, je pense que c'est Cédric. Cédric, nous sommes à moins 6 minutes ici de la fin, hein, donc on va prendre les dernières questions. D'accord. Bonsoir à tous. Merci Yannick, merci Landry pour l'échange. Je ne connaissais pas du tout DevOps et donc j'ai regardé ça comme quelqu'un qui veut un peu apprendre parce qu'on est là vraiment pour apprendre. Je ne vais pas poser des questions de spécialistes. Je vais plutôt poser questions de businessman, on va dire. Voilà. Businessman un peu camerounais parce que n'oublions pas, on est tous, voilà, on vient un peu du continent et puis je me dis aujourd'hui, donc juste pour qu'on soit d'accord, la compétence DevOps, pour l'appliquer au Cameroun, c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire que si quelqu'un a la compétence DevOps, pour être clair, il peut difficilement l'appliquer dans les entreprises qui sont aujourd'hui au Cameroun. Ça, c'est la première chose. Oui, non. Et si oui, si il y a des entreprises au Cameroun qui peuvent, comment on dit, employer les DevOps, est-ce qu'il y a des exemples de personnes qui le pratiquent depuis le Cameroun? Et sinon, quel genre d'entreprise? C'est des bonnes pratiques que les gens utilisent. Une entreprise de développement au Cameroun, je suis pas mal sûr qu'ils ont tous une usine d'intégration continue, ils ont tous une usine de déploiement continu. Donc, ça leur prend d'avoir des personnes qui maintiennent ça et qui font évoluer ça, qui accompagnent les développeurs pour qu'ils l'utilisent correctement. Côté opération, je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises camerounaises qui utilisent des clouds, Amazon, GCP et tout ça. Ça leur prend d'avoir des personnes qui utilisent des outils comme Terraform et qui le font. Donc, je suis presque sûr que si tu prends les grosses boîtes camerounaises, moi, je ne les connais pas toutes, les grosses boîtes de développement camerounaises, je suis sûr que
Ils vont avoir ça s'ils travaillent sur des projets avec des clients exigeants. Donc, la vraie question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'en face, ils ont des clients exigeants? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas trop le Cameroun. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi où c'est intitulé vraiment DevOps, là, tel qu'on en parle. Mais par contre, il y a une niche intéressante, c'est que j'ai trouvé des Camerounais qui travaillent à l'étranger. J'en ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Je suis tombé sur un site, j'étais impressionné. Ils sont très, très nombreux, ces Camerounais-là, qui ont leur profil sur des plateformes de boulot à l'étranger. C'est très à la mode. Vraiment, je vous encourage à le faire, là, ceux qui ont du mal à trouver un travail. Je pense que c'est une source non négligeable de débouchés. Tu es chez toi avec le Covid, ça a fait un truc exceptionnel. Tu travailles du Cameroun, tu travailles au States. Et là, par contre, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et le gars qui est en Chine ou en Inde? C'est qu'il faut que tu sois capable d'avoir cette compréhension du DevOps, tel que je l'ai dit. Tu ne viennes pas dire aux gens, je suis DevOps parce que j'ai passé une certif DevOps. Parce que tu ne dois pas dire, je suis DevOps parce que, et puis dans le parce que tu utilises encore le mot DevOps. Là, ce n'est pas bon. Je suis DevOps parce que je suis capable d'installer un outil, de faire ça, de faire de la supervision. C'est ça qui fait la différence, en fait. Landry, on a une autre main debout. Merci Cédric pour ta question. On est à la fin ici, donc je vais prendre la dernière main. Je pense que c'est Cassie Rose. Maintenant, je voulais vraiment continuer dans le DevOps. C'est vrai que j'ai eu à faire certains certifs, mais à un moment, je me suis découragée parce qu'on m'a dit, j'avais suivi un débat, je ne sais pas si c'était sur Facebook ou sur TikTok. Les gars disaient, non, on ne peut pas faire le DevOps sans savoir coder. Et déjà que moi et le code, c'est vrai que j'en connais quand même un peu, mais le code et moi, je ne veux même pas qu'on soit amis. En fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, avec tout ce qui a été dit, j'ai vraiment compris et ça m'a encore remotivé de recommencer. Maintenant, mon problème, c'est la compétence parce que les fois où je tombe sur les trucs de DevOps, je vois qu'on veut au moins 5 ans, 10 ans d'expérience. Comment acquérir ces compétences? Parce que déjà, je peux avoir une entreprise qui va dire, ils recrutent des gens qui n'ont pas de compétences. La majorité sur 10 entreprises, peut-être même les 10 recherches, au moins 3 à 5 ans en montant. Donc, à ce niveau, comment faire après avoir appris et tout, comment est-ce qu'on fait pour avoir vraiment ces expériences? Oui, donc, c'est un peu ça. C'est une très bonne question. Il y a 2 réponses possibles pour toi. La première réponse, c'est un peu la dernière partie de ma présentation où je disais qu'il y a aussi du coaching. Si tu ne veux pas faire des TI techniques, tu peux aller dans ce domaine-là. C'est plus de la conduite de changement, de la transformation d'entreprise organisationnelle. Et là, tu sors complètement de la technique. Mais si tu veux rester dans la technique et que c'est juste le développement, l'affaire que tu veux éviter, tu peux, par exemple, un truc très simple, tu peux aller commencer dans tout ce qui est cloud. C'est pour ça que je tiens à... Ne cherchez pas le boulot en disant je cherche un boulot de DevOps. Cherchez le boulot en disant je cherche un travail, par exemple, d'opérateur cloud. Un opérateur cloud, c'est quelqu'un qui va aller déployer des infrastructures dans AWS ou dans Azure Cloud ou dans Google Cloud. Tu vas trouver des entreprises qui recrutent des gens comme ça. Et dedans, maintenant, il y a des outils, il y a ces bonnes pratiques du DevOps que tu vas pouvoir mettre en place. Par exemple, tu vas pouvoir faire de l'automatisation du déploiement parce qu'aujourd'hui, c'est comme mandatory. On va un peu demander ça à tout le monde. Et il y a des langages pour faire ça. Et la beauté de ces langages, c'est que c'est des langages déclaratifs. Terraform, Ansible, c'est quelque chose de... J'ai jamais vu quelque chose d'aussi facile. Tu dis juste, j'ai envie que sur tel environnement, tel serveur soit allumé. C'est tout ce que tu écris. Et lui, derrière, il écrit tout le code. Enfin, il exécute du code pour toi et puis il te ramène à l'état désiré. C'est pour cela que ça fonctionne bien, c'est pour cela que ça cartonne comme ça, parce que je vais te le dire, là, dans le domaine des opérations, c'est-à-dire l'autre volet des TI, parce qu'on voit tous souvent le TI, malheureusement, comme juste du développement. Je pense qu'à l'école, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail. Alors que le développement, je vais dire, c'est 30% des TI. Le reste des TI, là, c'est vaste comme domaine.
c'est les opérations. Il y a tellement de boulots différents, profils différents. Tu peux faire de la sécurité, tu peux faire de l'infrastructure, tu peux faire de la sauvegarde, tu peux faire tellement de choses. Prends un de ces domaines, voir comment on agence ces briques de Lego-là. Voilà. Nous sommes à 4 minutes, 4 minutes déjà au-delà de l'emploi que nous avions. Donc, merci encore à Landry pour cette très belle présentation et aussi cette discussion avec tous ceux qui ont pu nous joindre ici. Remerciements à tous ceux qui ont pu nous joindre. On va continuer la conversation, comme on a dit, à partir de notre groupe. Donc, n'hésitez pas, rejoignez le groupe. Et on espère encore peut-être une autre fois avoir Landry ici pour nous dire encore un peu plus. Je pense que on aura beaucoup de demandes de t'avoir encore ici une autre fois. C'est toujours avec plaisir. Et puis merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Bon samedi à tous. Et rappelez-vous, notre prochaine édition sera en janvier et on va inviter un expert de la RH, des ressources humaines, pour venir nous parler de comment se préparer nos résumés, préparer notre façon de se tenir, préparer comment communiquer pour avoir ce boulot de rêve que nous cherchons. Donc, on se revoit en janvier et jusque-là, portez-vous bien à tous. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup.